Bonjour mesdames et messieurs. Nous tenons à vous remercier pour votre présence à cette conférence téléphonique sur le fonds BL Global Flexible Euro, au cours de laquelle notre Chief Investment Officer, Guy Wagner, va vous dresser un aperçu de sa vision des marchés financiers qui sous-tend la stratégie d'investissement implémentée dans le portefeuille, dont il détaillera également le positionnement. Depuis le début de cette année, dans un environnement particulièrement compliqué, ces stratégies d'allocation flexible génèrent une performance nette de 0,7%, contre une baisse de moins 3,6 pour sa catégorie Lipper, ou encore de moins 3 pour les marchés actions mondiaux. Avant de commencer, quelques mots sur Banque de Luxembourg Investments. BLI est la société de gestion de Banque de Luxembourg. Nous gérons 13 milliards d'euros au travers de 4 classes d'actifs principales: actions, obligations, gestion diversifiée et fonds de fonds. Notre approche d'investissement se fonde sur une gestion active, de conviction et orientée vers le long terme, ainsi que centrée sur la génération de rendements ajustés aux risques attractifs. N'hésitez pas à poser vos questions durant la présentation en utilisant le système de chat. Nous y répondrons dans la mesure du possible après la présentation. Un résumé de cette conférence sera publié dans les prochains jours en français ainsi qu'en anglais. Je laisse maintenant la parole à Guy Wagner. Guy, c'est à toi. Merci Françoise et bonjour tout le monde. Donc ma présentation, et merci pour l'intérêt pour cette présentation. Ma présentation sera en 3 parties. Donc la première partie parlera plutôt de l'environnement économique, la deuxième de l'environnement marché financier et surtout en insistant sur un certain nombre de points qui me semblent importants aussi pour la compréhension de la gestion du BL Global Flexible. Et la troisième partie sera justement sur l'allocation actuelle du Global Flexible. Donc la première partie, l'environnement économique. Je commencerai avec ce slide-ci. C'est en fait ce slide qui montre simplement les dégâts économiques. Si on veut, ici vous avez le produit intérieur brut américain avec aussi les prévisions maintenant sur l'évolution de ce produit intérieur brut. Et on constate qu'en fait, il faudra plus ou moins 10 trimestres, donc plus ou moins 2 ans et demi, avant de retrouver le niveau qui avait été prévu en début d'année. Donc tout ça pour dire que les dégâts économiques sont quand même notables et quand même très importants. Maintenant, on l'a vu aussi, bien sûr, il y a eu cette forte chute de l'activité économique au deuxième trimestre. Le troisième trimestre a plutôt surpris, en tout cas moi, l'ampleur du rebond m'a quelque peu surpris. Mais il faut bien sûr être conscient du fait que ce rebond, pour l'instant, tient pour beaucoup dans les mesures de soutien et de stimulation qui ont été mises en place. Donc ce n'est pas vraiment une croissance organique, c'est plutôt une croissance, si on veut, orchestrée par ces mesures. Et pour l'illustrer, j'ai juste pris un slide. En fait, ici, vous avez, ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est que les revenus disponibles des ménages ont augmenté. Et alors, ça peut paraître très bizarre parce qu'on sait tous que le chômage a quand même fortement augmenté aux États-Unis. Pourquoi alors les revenus disponibles des ménages dans leur ensemble peuvent augmenter? La raison, c'est que justement, c'est ces mesures de soutien, c'est les chèques que le gouvernement a envoyés, les chèques qui souvent étaient pour un montant supérieur à ce que ces gens partiellement gagnaient par avant. Et donc, effectivement, le revenu disponible a augmenté. Mais on voit dans ce graphique-ci qu'aujourd'hui, toutes ces mesures gouvernementales, toutes ces contributions du gouvernement comptent pour presque un quart dans le revenu disponible des ménages. Donc, on sait que c'est une situation quelque part artificielle. Et donc, il faut en être conscient, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a bien une reprise, mais encore une fois, cette reprise repose essentiellement sur ces mesures. Et je dirais, il y a quelques mois, on disait que ces mesures, à partir de l'automne, on allait commencer à nouveau à les réduire. On est maintenant en automne, on voit clairement qu'il n'y a pour l'instant aucune volonté de les réduire. Au contraire, dans la plupart des pays, on parle de mesures supplémentaires. Et tant que ce sera le cas, a priori, l'économie devrait bien tenir, puisque justement, ça permet de la soutenir. Mais encore une fois, derrière, il faut quand même être conscient que derrière le rideau, si on veut, il y a des choses beaucoup moins belles. Il y a un nombre record de faillites, par exemple, d'entreprises aux États-Unis. Maintenant, c'est souvent des sociétés plus petites, peut-être dont on parle moins, mais toute cette évolution derrière n'est pas tellement encourageante. Mais ça, c'est plutôt, je dirais, le côté 2020, la situation actuelle. Moi, ce qui m'importe souvent, c'est d'insister un peu plus sur le cadre structurel. Pour le montrer, donc 2 graphiques que j'ai déjà montrés par
par le passé, c'est simplement ces graphiques qui montrent que structurellement, depuis 10 ans, on est dans un environnement de croissance plus faible. Si vous avez ça pour les États-Unis, et ici, vous avez ça pour les autres pays du G7, donc les autres six grands pays industrialisés. Et on constate partout la même chose, c'est que depuis la crise financière, on a une croissance qui s'est structurellement ralentie. Il y a des raisons pour ça et un certain nombre de tendances. Je vais maintenant m'attarder un peu sur 7 tendances. Il y en a peut-être plus, mais c'est les 7 qui me semblent importantes. Et je dirais que certaines de ces tendances ont même été renforcées par la crise actuelle. Première tendance, c'est bien sûr la dette. Premier problème structurel, c'est la dette. Ici, vous avez un graphique qui montre la dette publique, mais bien sûr, la dette privée est aussi élevée. Et la plupart des études empiriques montrent ce lien très étroit entre endettement élevé et croissance faible. Simplement, dans un tel environnement, toute dette supplémentaire ne crée plus beaucoup de croissance. Donc la productivité, si on veut, de la dette ne fait que baisser, et donc effectivement, ça pose un problème. Et à nouveau, c'est clairement une tendance que la crise actuelle, que le Covid a accéléré, puisque suite à ça, la dette publique a encore fortement augmenté. Deuxième problème, c'est le dysfonctionnement de la zone euro, qui n'est pas nouveau, qui beaucoup ou un certain nombre d'économistes très renommés, lorsqu'on a introduit l'euro, avaient dit que la zone euro ne remplit pas les critères d'une union monétaire optimale. Ces critères, je les ai énumérés là, c'est la grande mobilité des capitaux et de la main-d'œuvre, c'est la flexibilité des prix et des salaires, c'est que les pays qui font, ou les régions qui font partie d'une telle union doivent avoir des cycles économiques assez similaires, et c'est ce qu'on appelle souvent l'union fiscale, les transferts d'impôts. On voit que les États-Unis remplissent essentiellement tous ces critères et que la zone euro ne les remplit justement pas. Et donc ça crée effectivement des problèmes, ça entraîne ce dysfonctionnement de la zone euro. Et on le voit par exemple ici dans c'est pas la politique industrielle, mais la production industrielle depuis l'introduction de l'euro, et on voit la grande différence entre en rouge l'Allemagne envers l'Italie, avec la France entre les deux. Donc clairement, ça ne fonctionne pas très bien. Donc ça fait que depuis qu'on a l'euro, on a une croissance relativement faible, et ça empêche clairement la zone euro d'agir comme une sorte de locomotive pour la conjoncture mondiale. Troisième point, peut-être plus difficile à illustrer par un graphique, donc ici c'est une caricature, c'est clairement l'idée de la croissance des tensions géopolitiques. Au début des années 90, après la dissolution de l'Union soviétique, la chute du mur, on avait dit maintenant dividende de la paix, la globalisation continuait, il y avait uniquement les États-Unis comme principale puissance mondiale, avec bien sûr l'essor de la Chine, ça c'est en train de changer, il y a clairement ces tensions entre la Chine et les États-Unis qui, à mon avis, dépasse la personnalité de Trump. C'est vraiment quelque chose qui est, je dirais, assez général aux États-Unis, qui voit d'un mauvais œil l'essor de la Chine comme deuxième puissance mondiale. Mais on peut dire d'autres éléments comme le Brexit, etc. Et donc, bien sûr, ce n'est pas un environnement qui nécessairement amène les entreprises à vouloir investir massivement. Donc, à nouveau, un frein supplémentaire. Le quatrième frein, un peu lié à ça, c'est un peu ce ralentissement du commerce mondial. Il y a à nouveau plus de tarifs, il y a à nouveau plus de protectionnisme, il y a à nouveau c'est peut-être une tendance que le Covid va accélérer, un peu cette idée qu'il faut renationaliser les chaînes de production. Donc tout ça n'est pas nécessairement très bon pour le commerce mondial et donc la conjoncture mondiale. Le cinquième point est un peu plus inhabituel, on en parle moins. C'est en fait cette idée que cette obsession des autorités à lisser coûte que coûte le cycle économique, à éviter par toutes les mesures, toute récession, toute montée du chômage, etc., eh bien, ça se fait au détriment du dynamisme économique. Schumpeter, l'économiste, avait toujours parlé de destruction créative, cette idée qu'il faut que des entreprises qui ne sont pas rentables, etc., disparaissent pour permettre aux autres de prospérer et donc de créer de la dynamique économique. Eh bien, on voit ici que les entreprises, les zombies-entreprises, comme on les appelle souvent, ne disparaissent plus. Ici, vous avez le nombre croissant de telles sociétés aux États-Unis. Donc, c'est des sociétés où le coût du service de la dette est supérieur aux bénéfices. Ces sociétés devraient disparaître dans une économie qui fonctionne. Or, par tous les moyens, on empêche ça avec, entre autres, ces politiques de taux faibles. Et donc, effectivement, tout ça se fait au détriment du dynamisme général. Le sixième point, c'est un point important parce que dans pratiquement tous les pays industrialisés, on a finalement un modèle de croissance qui repose sur la consommation privée.
Aux États-Unis, la consommation privée, c'est près de 70% du produit intérieur brut. C'est un peu moins dans les autres pays industrialisés, mais partout, c'est la composante principale de la croissance, et donc une croissance qui est basée sur cette idée de consommer toujours plus. Or, à nouveau, c'est quelque chose qu'on observe depuis un certain temps, que peut-être pour l'instant le Covid a accéléré, on constate une tendance vers une augmentation du taux d'épargne dans beaucoup de pays. Ici, je l'ai illustré par l'Allemagne, mais c'est quelque chose qu'on observe même aux États-Unis, et bien sûr, qui dit augmentation du taux d'épargne, dit a priori moins de consommation, ou en tout cas moins d'augmentation de la consommation. Donc quelque chose à observer, à voir si cette augmentation du taux d'épargne, si un jour il y a un vaccin pour le Covid, va à nouveau se retourner, mais pour l'instant, c'est quelque chose qu'on observe. Et finalement, la dernière tendance, c'est justement ces problèmes des inégalités sociales. Vous avez ici la part des top 1% dans le revenu et dans le patrimoine, dans les actifs aux États-Unis. On sait tous qu'il y a surtout effectivement les très riches qui ont profité de l'environnement des dernières années. Le problème avec tout ça, c'est que généralement, c'est cette catégorie de la population, lorsqu'elle gagne plus, elle a tendance à épargner cet argent et à ne pas le dépenser. Et à nouveau, pour des économies qui sont plutôt basées sur la consommation, le problème avec ça, c'est que ceux qui ont plutôt, les catégories de la population qui ont plutôt tendance à utiliser une hausse de leurs revenus pour dépenser, justement, n'ont pas de hausse de leurs revenus. Et vous voyez ça ici, vous avez les taux d'épargne par catégorie de revenus, et vous voyez en rouge le top 10 a tendance généralement à épargner, alors que les autres 90% ont plutôt tendance à consommer. Donc tout ça, c'est des problèmes, c'est des problèmes qui existaient, c'est des freins structurels à la croissance qui existaient, partiellement renforcés. On pourrait même aller un peu plus loin en disant que finalement, le système, l'économie de marché est un peu cassée. Si vous voyez ici, regardez ce tableau-là, vous avez à gauche ce cercle vicieux dont je viens de parler. Vous pouvez commencer où vous voulez, une croissance faible, un endettement élevé, des taux d'intérêt très bas, peu d'investissements productifs, un système bancaire fragile, etc., etc. Et à droite, les effets secondaires de ça, c'est qu'à cause des taux d'intérêt très bas, il y a une inflation des prix dans les marchés financiers et immobiliers, mais parce que la croissance économique est faible, il y a une faible croissance des salaires. Tout ça augmente les inégalités sociales, entraîne du populisme et souvent des mesures qui ne sont pas nécessairement très positives pour la croissance, même si on fait croire à la population qu'elles le sont. Donc ça, c'est un peu le volet économique. Au niveau croissance, pour conclure sur le volet macroéconomique, il y a bien sûr l'autre élément à considérer qui est l'inflation. Bon, l'inflation aujourd'hui, c'est à mon avis une question extrêmement importante pour les années à venir. Dans quel régime des prix on va être à moyen terme? Depuis 40 ans, on est plutôt dans un régime de désinflation. Est-ce que ça va changer fondamentalement ou pas? Ceux qui le pensent utilisent souvent ce graphique-ci, c'est cette croissance monétaire extrême qu'on a ces derniers mois, et effectivement la constatation que généralement il y a quand même une corrélation entre la croissance monétaire et l'inflation. Donc ça, c'est clairement quelque chose à observer. Il y avait toujours cette fameuse équation, sans devenir maintenant trop technique, mais cette fameuse équation de Fisher qui disait que P fois T, donc P c'est les prix, T fois les transactions, prix fois transaction égale la croissance, égale M fois V, donc la croissance de la masse monétaire et le nombre de fois que cette masse monétaire tourne dans l'économie. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'est que pendant longtemps, on a pensé que le V, le nombre de fois que cette croissance monétaire était relativement stable. Donc du coup, lorsqu'on augmentait M, M fois V augmentait, et donc T devait aussi augmenter, et comme T augmente moins vite, les transactions, les prix augmentaient. Donc c'est en fait cette idée monétariste de l'inflation. Ce qu'on a par contre vu ces dernières années, ce qui a beaucoup surpris après la crise financière, c'est que le V, cette vitesse de circulation de la monnaie, cette vélocité de la monnaie n'a fait que baisser. Donc on crée de la monnaie, mais elle n'arrive pas vraiment ou elle ne tourne pas vraiment dans l'économie réelle. Et je pense que c'est important, c'est un indicateur vraiment à observer. Est-ce que ça va à nouveau se retourner? Est-ce que cette vélocité de la monnaie va à nouveau augmenter? Alors oui, je pense qu'il y aura, on passera dans un régime d'inflation beaucoup plus élevé. Ou est-ce qu'elle va continuer à baisser, ou en tout cas ne pas remonter? Alors bien sûr, c'est beaucoup moins sûr. La réponse est simplement qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner la conclusion, c'est qu'on ne peut pas donner de réponse définitive à la question sur l'inflation. Donc aujourd'hui, c'est trop pour le dire, mais il faut être conscient que ce régime des prix de désinflation qui a été particulièrement favorable au marché financier pourrait à un moment donné se retourner.
Donc, conclusion de tout ça, je l'ai déjà dit, donc je ne vais plus insister fortement là-dessus. Forte chute de l'activité au deuxième trimestre, forte reprise au troisième trimestre, mais bien sûr, il faut toujours insister sur l'importance des mesures de soutien mises en place. Et je pense que le principal message que je voulais donner, c'est que d'après moi, cette transition qui serait ensuite de dire on abandonne progressivement ces mesures, il y aurait une transition vers une forte croissance organique à nouveau du secteur privé, pour moi en tout cas cette idée me semble très douteuse. Je pense qu'au contraire, donc il y a tous ces freins structurels. Pour le volet inflation, je dirais finalement ça se résume à une question de savoir est-ce que ce régime futur des prix sera déterminé par l'économie réelle. Alors, on pourrait dire digitalisation, robotisation, c'est plutôt désinflationniste, ou est-ce que c'est l'économie politique? Ça veut dire, est-ce que c'est plutôt cette idée qu'à l'avenir, on aura une forte augmentation des dépenses publiques financées par de la création monétaire? Alors, ce sera plutôt inflationniste. Encore une fois, c'est plutôt une discussion et une question pour le moyen et long terme. Ce n'est pas une question pour 2020, mais c'est une question qu'il faut suivre de près. Ce qui m'amène au marché financier, donc quelles sont les principales conclusions et observations à faire là-dedans en relation avec le fonds? Bon, la première observation à nouveau, c'est bien sûr, avec la crise actuelle, on a eu la confirmation d'un environnement de taux d'intérêt très bas pendant très longtemps. Donc, le dernier discours de Powell montrait que la Réserve fédérale n'avait aucune intention d'augmenter ses taux avant 2023, voire même 2025. Donc, de ce point de vue, on restera dans un environnement de taux faible pendant très longtemps. Donc, ça c'est important, ça c'est pour les taux courts. Les taux longs, on pourrait dire, c'est différent, c'est le marché généralement qui détermine le niveau des taux longs et pas les banques centrales. Bon, trois observations par rapport à ça. C'est tout d'abord, bien sûr, là aussi, vous voyez la tendance à la baisse sur 40 ans des taux longs. À nouveau, on était dans un environnement de désinflation. Ici, c'est le taux à 10 ans américain, donc qui en nominal est encore légèrement positif, mais qui en réel aussi est négatif. Dans d'autres régions, même les taux nominaux sont négatifs. Et donc, la première constatation, c'est de dire que c'est une classe d'actifs qui est devenue fondamentalement risquée et très peu attrayante. Chaque classe d'actifs se détermine par son rapport risque-rendement. Le risque des obligations et des emprunts d'État n'a fait qu'augmenter parce que la duration aujourd'hui est beaucoup plus élevée et le rendement a disparu. Donc, de ce point de vue, clairement, à nouveau en rapport aussi avec le flexible, pour le gestionnaire d'un fonds mixte, l'idée classique du 50-50, bien sûr, ne tient plus la route. Le deuxième élément, c'est que je disais tout à l'heure, les taux longs traditionnellement sont déterminés par le marché. Lorsque les investisseurs pensent que l'inflation va monter, ils vont plutôt vendre leurs obligations et exiger une rémunération plus importante, donc une hausse des taux. C'est quand même pas évident qu'on soit encore dans un tel environnement, tout comme pour l'économie de marché n'existe plus vraiment et est remplacée de plus en plus par une économie planifiée. Dans les marchés, c'est un peu la même chose. Le Japon, par exemple, a ancré le taux à 10 ans à zéro, et donc la Banque centrale, avec tous ses moyens, peut tout faire pour le maintenir à zéro, et la Réserve fédérale a déjà dit que ça l'intéresse aussi peut-être d'aller dans cette direction. Donc je ne pense pas nécessairement que dans un environnement de dette extrêmement élevé, les taux longs soient vraiment autorisés à remonter. Il y aura de temps en temps peut-être quelques petites tensions, mais une véritable forte remontée fondamentale, à mon avis, aujourd'hui ne semble pas à l'ordre du jour, parce qu'elle ne sera tout simplement pas tolérée et parce que l'économie est trop fragile pour la supporter. Donc, automatiquement, on est à nouveau dans le domaine des actions et je dis souvent que dans le contexte actuel, finalement, le Global Flexible, le principe même du Global Flexible, c'est d'avoir des actions comme moteur de performance et de mettre à côté de ces actions des actifs qui protègent le portefeuille dans des phases plus difficiles pour les actions. Ça, c'est finalement le principe aujourd'hui du fonds. Donc les actions, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, la première constatation, c'est qu'il y a eu un rebond très rapide et moi en tout cas qui m'a surpris, pas le rebond en tant que tel, mais la rapidité et l'ampleur du rebond. J'ai montré le premier slide que les dégâts économiques sont quand même assez notables, qu'il faudra peut-être 2 ans et demi avant que l'économie retrouve son niveau d'avant la crise. Le marché n'a pas attendu 2 ans et demi, il a déjà plus ou moins retrouvé son niveau, et donc ce qui fait dire à beaucoup de gens que maintenant les marchés sont déconnectés de la réalité, qu'il y a une divergence entre les fondamentaux économiques et la performance du marché.
Autre chose à noter, c'est qu'à nouveau, comme pour l'économie, la crise a accéléré un certain nombre de tendances qui existaient déjà avant. Parmi ces tendances, en ce qui concerne les marchés, c'est la surperformance du marché américain et bien sûr à l'intérieur du marché américain, la surperformance de la technologie illustrée par les fameux six titres Facebook, Apple, Alphabet, donc Google, Amazon, Netflix et Microsoft. Et on voit sur ce graphique que si on excluait ces six titres du S&P 500, c'est vrai qu'ils surperformeraient encore légèrement, mais la surperformance ne serait pas massive. Mais c'est clairement ces titres qui tirent le marché. Je dirais quand même aussi que la surperformance du marché américain quelque part est logique si on regarde la composition des indices. Si vous avez le S&P 500, il y a une distinction entre ce qu'on appelle souvent le cyclique, notamment l'énergie, souvent aussi les financières, et le côté plus stable, les croissances. Et donc, si le marché américain surperforme, c'est aussi parce que justement le côté cyclique est beaucoup moins présent dans ce marché, n'a fait que baisser ces dernières années, alors que le côté stable n'a fait qu'augmenter. Et donc, si vous regardez, ne serait-ce que la technologie, elle représente près de 30% dans le S&P 500, elle représente moins de 5% dans le MSCI Europe. Et à l'inverse, les financières représentent 20% dans le MSCI Europe et uniquement 10% dans le S&P 500. Et encore, c'est souvent des valeurs comme Mastercard ou Visa, et pas des banques traditionnelles. Donc tout ça pour dire que cette surperformance est logique. Et à l'inverse, quelqu'un qui me dirait qu'il pense que sur les années à venir, l'Europe va surperformer les États-Unis, ça voudra clairement dire qu'il pense que le value va surperformer le growth, parce que les deux sont intimement liés. Le S&P 500 est plus un indice growth, l'Europe est plus un indice value. Justement, ce débat value growth en rapport aussi avec la gestion du fonds flexible et finalement de la gestion de tous les portefeuilles actions chez BLI est important. Souvent aujourd'hui, dans le value, on met des secteurs comme les banques, les matières premières. C'est typiquement des secteurs dans lesquels nous, on ne va jamais investir parce que notre méthodologie ne correspond pas à cette façon de faire. Donc, nous, on est typiquement dans des secteurs qu'on a tendance à mettre plus dans le growth. Souvent, j'entends l'argument, oui, mais la décote du value par rapport au growth est quand même extrêmement élevée, historiquement élevée. Le value est cher, le value est bon marché, le growth est cher. Je pense que il faut quand même le relativiser. Je pense que si le value est bon marché, il y a de bonnes raisons pour ça. La sous-performance du value, c'est en fait c'est pas uniquement parce que le value, les investisseurs n'aiment pas le value. Si on peut tracer une courbe qui montre que cette sous-performance en termes de prix correspond à la sous-performance en termes de bénéfices. C'est-à-dire les bénéfices du value ont fortement sous-performé et ça s'est traduit dans la bourse. Deuxième élément, je dirais aussi quand même que les secteurs souvent mis dans le value ont des problèmes structurels assez importants que le Covid n'a fait qu'accélérer. Donc de ce point de vue, pour quelqu'un, il y aura clairement de temps en temps des rallyes du value, mais pour avoir vraiment une surperformance durable du value, il faudrait que quelque chose de fondamental change dans l'environnement, il faudrait un catalyseur. Pour l'instant, on ne le voit pas tellement. Et à l'autre extrême, les sociétés growth sont en fait les principales bénéficiaires d'un environnement de taux bas, parce qu'elles contrairement au value, présentent une bonne visibilité sur leurs résultats. Et là, effectivement, on peut dire, cet argument qui est de dire dans un environnement de taux faible, on peut actualiser les bénéfices futurs de ces sociétés sur lesquelles il y en a une bonne visibilité à des taux beaucoup plus faibles, et donc ça donne une valeur présente et donc des cours beaucoup plus élevés, tient la route. Pour le value qui est très cyclique, c'est beaucoup moins le cas. Donc, le secteur growth qualité, c'est vraiment les long duration assets qui bénéficient de la baisse des taux. Donc encore une fois, pour nous, de toute façon, la question ne se pose pas. On sera toujours plutôt côté qualité. Mais je pense aussi que quelqu'un qui aujourd'hui pense vraiment que le value va durablement surperformer, il doit quand même avoir des raisons pour le penser. Et donc ça signifierait que tous ces problèmes structurels auxquels sont confrontés pas mal de secteurs qui font partie du value se retourneraient. Et pour l'instant, on ne le voit pas tellement. Juste pour, donc ici, vous voyez encore une fois donc cette idée de la surperformance, je l'ai montré là pour les États-Unis, ici c'est l'Europe, donc partout il y a cette idée
de cette divergence entre value et growth. Peut-être juste pour conclure sur la partie action, juste encore ici un exercice auquel j'ai écrit la semaine passée un article là-dessus, un exercice auquel je me suis livré. J'ai pris le rendement du marché boursier, ici c'est la S&P 500 sur la dernière décennie, donc c'est terminé fin 2019, un rendement qui a été particulièrement intéressant pour les marchés boursiers, notamment aux États-Unis, avec une hausse de plus de 13% par an. Et je me suis dit, d'où vient cette hausse? D'où est venue cette hausse? On sait tous que pour que les actions montent, il faut que les bénéfices montent ou que les multiples montent. Ensuite, on peut encore une fois diviser les bénéfices en ces différentes composantes, etc. Et donc ici, c'est ce que vous voyez là. Donc vous voyez d'où est venu le rendement des actions sur la dernière décennie. Et l'intérêt de cet exercice, je trouvais, c'était de se dire, mais comment est-ce que je vois ces composantes évoluer dans les années à venir? Donc, parce que et si en 2030 on se retourne et on regardera le rendement qu'a fait le marché, de dire quelles ont été ou comment est-ce que ces différentes composantes ont évolué. Et chacun aura ses différentes hypothèses là-dessus, mais l'intérêt c'est plutôt de se dire, au moins ça permet d'ancrer ces hypothèses et de dire si je suis particulièrement optimiste sur le rendement des actions dans les années 20, c'est parce que je pense que les bénéfices vont continuer à monter ou les multiples, etc. Ou à l'inverse, si je suis particulièrement pessimiste, c'est parce que je pense qu'un certain nombre de ces éléments vont se retourner. Donc ça, c'est simplement cette idée. Vous voyez là, effectivement, la dernière décennie, tout était presque positif. Tout à fait à gauche, la croissance du chiffre d'affaires n'était pas extraordinaire, 3,9%, parce que la croissance du chiffre d'affaires est fortement liée finalement à la conjoncture mondiale, qui, on l'a vu au début, n'était pas extraordinaire. Mais les sociétés ont réussi à fortement augmenter leurs marges. Du coup, leurs bénéfices ont augmenté beaucoup plus que leur chiffre d'affaires, donc de plus de 7%. Ensuite, elles ont racheté massivement leurs titres. Et comme il y avait moins de titres en circulation, le bénéfice par action a encore monté plus que le bénéfice. En plus, les investisseurs étaient prêts à payer encore plus cher pour ces bénéfices fin 2019 que fin 2009. Et donc, ça a encore ajouté à la performance. Ensuite, il y a eu les dividendes. Et à nouveau, je dirais juste 3 slides pour un peu illustrer tout ça. Donc la première, c'est cette évolution des marges. Donc aux États-Unis, vous voyez le bleu, les marges ont beaucoup monté et ces marges sont aujourd'hui proches à des niveaux historiquement élevés. À partir de là, il y a les optimistes qui diront que les marges vont continuer à monter parce que digitalisation, robotisation. Les plus pessimistes vont dire non, il y aura graduellement une augmentation de la fiscalité, il y aura d'une manière générale des politiques qui seront beaucoup moins favorables au capital et à nouveau beaucoup plus favorables au travail. Et donc, à ce niveau, l'élection l'issue des élections américaines sera très intéressant. Donc, chacun aura sa vue là-dessus, mais au moins, ça permet de savoir sur quoi finalement on se base, quelles sont ces hypothèses en termes d'évolution des rendements. Pour les buybacks, les rachats de titres qui, encore une fois, étaient très importants, notamment aux États-Unis, ici, c'était la raison principale, c'est qu'il y avait cette divergence entre les bénéfices et les investissements des entreprises. Ça laissait beaucoup de cash disponible pour acheter ces titres. Est-ce que ça va continuer? Ça dépendra éventuellement, bien sûr, de l'évolution des profits. Ça dépendra de l'évolution des opportunités d'investissement. Si à nouveau les sociétés voient beaucoup plus d'opportunités d'investissement, elles auront moins de cash pour acheter leurs titres. Ça dépendra peut-être aussi à nouveau de la politique. Est-ce que les rachats de titres, ça devient politiquement plus délicat, surtout pour les secteurs qui ont fait appel à l'aide de l'État, mais c'est des facteurs à nouveau à prendre en considération. Et je dirais le dernier facteur, bien sûr, c'est celui des multiples. Les multiples sont très importants, mais le problème avec les multiples, c'est toujours qu'est-ce qu'on prend comme ratio et on le compare à quoi? Si on dit on le compare à la moyenne historique, est-ce que c'est la moyenne sur les 20 dernières années? Alors les multiples ne sont pas particulièrement élevés. Est-ce que c'est la moyenne sur les 100 ou 70 dernières années? Alors les multiples sont élevés. Donc ça déjà c'est important. La composition des indices, je l'ai montré tout à l'heure au S&P, elle change régulièrement. Donc est-ce que c'est encore logique de comparer par exemple le price earning du marché à sa moyenne historique si on sait que la composition a changé? Donc tout ça
ça pose quelques problèmes dans cet exercice sur l'évolution des multiples. Ici, ce que j'ai simplement fait, j'ai pris un ratio qui est généralement le ratio le plus utile. C'est le ratio qu'on appelle toujours le court bénéfice Shiller ou sur les bénéfices normalisés. Vous voyez que bleu, le marché américain est cher. Il a été plus cher en 99, mais si on exclut cette période-là, il est à des niveaux de valorisation historiquement élevés. Les autres marchés le sont un peu moins. On connaît la raison, bien sûr, pour les États-Unis avec la technologie, etc. Donc ça, c'est clairement quelque chose dont il faut être conscient. Je dirais quand même une grosse différence par rapport à fin 99, début 2000, c'est que à l'époque, on était clairement dans une bulle. Bien sûr, elle était limitée à un certain nombre de secteurs, mais c'était une bulle qui était basée sur des attentes complètement démesurées. Aujourd'hui, on n'est pas dans une bulle. Je sens peu d'euphorie pour les actions auprès, en tout cas, de nos clients, auprès des gens que je croise. Aujourd'hui, si les multiples sont élevés, c'est parce que les taux sont faibles. Et donc ça, c'est tout à fait autre chose. C'est pas une bulle, c'est quelque chose qui est rationnel. Ça ne veut pas dire que ça va continuer, mais il faut un peu relativiser cette idée lorsqu'on dit toujours, ou lorsqu'on entend de temps en temps maintenant que les actions seraient dans une bulle. Je ne pense pas que ce soit nécessairement le cas. Il y a quelque chose de rationnel dans le fait que les multiples sont élevés dans un environnement de taux faible, à condition que les bénéfices continuent de tenir la route. Et bien sûr, si les bénéfices s'écroulent, tout ça change. Donc tout ça pour dire que finalement on peut construire un scénario très optimiste qui dirait que les marges des entreprises vont continuer à monter et les multiples vont continuer à monter, les rendements alors seront très élevés, ou un scénario très pessimiste qui dirait non, les bénéfices vont baisser et les multiples vont baisser, alors les rendements risqueront même d'être négatifs. Je suppose que, comme toujours, la vérité est quelque part au milieu, mais encore une fois, je pense que cet exercice est important à faire pour soi-même et pour un peu, au moins, pouvoir ancrer ses attentes sur quelque chose de concret. Juste peut-être pour conclure, la partie marché financier, 4 slides sur l'or, qui est quand même une composante importante du portefeuille. Le premier est simplement pour montrer l'évolution du marché américain et de l'or depuis la crise financière. Le marché américain est en noir, l'or en beige, simplement pour montrer que nonobstant la hausse récente, l'or a massivement sous-performé, bien sûr, les actions depuis la crise financière. Deuxième élément, et ça c'est important, c'est que pour nous aujourd'hui, il y a une histoire structurelle très positive sur l'or. Il y a pratiquement tous les facteurs positifs pour l'or qui sont réunis. Parmi ces facteurs, on peut bien sûr noter la croissance de la masse monétaire, on peut noter cette tendance maintenant d'accélération ou d'abandon de la rigueur budgétaire et d'accélération des dépenses publiques, des politiques monétaires extrêmement expansives, une situation offre-demande qui est favorable parce que l'offre d'or ne pourra pas beaucoup monter dans les années à venir parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissements dans les années passées. Il y a surtout l'évolution des taux réels. Donc ici, ce graphique montre la corrélation étroite entre l'or et les taux réels. L'or est en rouge et c'est l'échelle de gauche, les taux réels sont en bleu et c'est l'échelle de droite, mais inversée. Donc lorsque le bleu monte, c'est que les taux réels deviennent de plus en plus négatifs. On voit qu'il y a cette corrélation et à moins de penser maintenant que les taux réels vont augmenter à nouveau, on peut supposer que ça continuera à soutenir le cours de l'or. C'est pour ça qu'il y a un an environ, on a dit que, alors que précédemment on avait dit qu'il n'y a pas de tendance très claire dans l'or, donc notre allocation or sera pilotée de manière un peu contrarian, on va réduire lorsque l'or est fort et on va augmenter lorsque l'or est faible. Il y a un an, on avait changé en disant que maintenant on pense que l'or est dans une tendance structurelle à la hausse et donc on sera plutôt régulièrement proche de notre maximum qu'on s'est autorisé en or qui est autour de 15%. Donc on ne va plus naviguer entre 5 et 15, on sera plutôt entre 13 et 15. Si on accepte cette idée donc d'une tendance structurellement à la hausse sur l'or, bien sûr, c'est intéressant de s'intéresser aux entreprises orifères qui offrent un effet de levier intéressé sur l'or, ce que le graphique ici montre. Donc le bleu, les entreprises ont tendance à amplifier les mouvements de l'or à la hausse, malheureusement aussi à la baisse. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est la façon dont finalement, dans le flexible, on a décidé
d'investir. La partie or, donc on a des entreprises orifères. Lorsqu'on parle des entreprises orifères, bien sûr, il faut accepter la volatilité. Ces entreprises sont volatiles. Il faut respecter souvent ce qu'on a tendance à appeler en anglais les 3G. Les 3G sont qu'il faut good management teams, donc une bonne good resources, donc et good jurisdictions. Donc il faut que les réserves soient dans des pays géopolitiquement stables et pas dans des pays où les règles du jeu peuvent changer d'un jour à l'autre. Donc il faut être extrêmement sélectif, sachant que c'est un secteur qui a plus par le passé détruit de la valeur que créé de la valeur. Donc ça c'est clairement quelque chose, encore une fois, dont il faut être conscient. Mais encore une fois, si on accepte ça, il faut aussi noter que les entreprises orifères sont entrées en marché, sont sous-évaluées, ou en tout cas leur valorisation est faible. Ici, vous avez le ratio Enterprise Value, valeur d'entreprise, donc sur EBITDA, donc les bénéfices avant amortissement, taxes, etc. Vous voyez que le noir, le marché américain est plutôt cher, le jaune, les entreprises orifères sont plutôt bon marché. Donc encore une fois, je tiens toujours à le dire, c'est un segment qui est plus volatile. Il y a aussi des phases, et pour l'instant, on semble être un peu dans une telle phase où les entreprises orifères semblent plus aller avec le marché boursier qu'avec l'or. Donc il y a des phases comme ça, mais encore une fois, pour nous, c'est un secteur qui aujourd'hui présente un intérêt certain parce qu'on pense que le cours de l'or aura, avec des corrections intermédiaires, mais que la tendance restera haussière. En même temps, les coûts de ces entreprises qui sont souvent liés à l'énergie aujourd'hui ont baissé parce que le cours du pétrole est bas, donc les marges ont fortement augmenté, ces entreprises commencent à introduire des dividendes ou augmenter des dividendes à un moment où dans les autres secteurs, les dividendes ont plutôt tendance à être réduits ou à disparaître. Donc encore une fois, c'est un secteur qui, pour nous, reste intéressant, en condition d'en accepter la volatilité. Donc, ce qui m'amène à la conclusion sur cette partie-là. Donc, ces graphiques aussi, je l'ai déjà montré. Donc, en fait, ce graphique, c'est simplement cette idée de dire que finalement, au niveau économique, il y a 4 environnements possibles. Un environnement de croissance positive et d'inflation faible et un environnement de croissance positive et d'inflation élevée. De même, un environnement de croissance négative, ou en tout cas très très faible, et d'inflation faible, et un environnement de croissance négative et d'inflation élevée. Et chacun de ces environnements, et qui sont généralement des environnements structurels, qui ne changent pas d'une semaine, d'un mois ou d'une année à l'autre, sont plus ou moins positifs, plus ou moins positifs pour certaines classes d'actifs. L'environnement dans lequel on a été au cours des 10 dernières années, qui est celui en bas à droite, croissance positive, même si elle n'a pas été extraordinaire, inflation faible, historiquement et logiquement est positive aux actions. Donc ce n'est pas étonnant que les actions ont bien fait ces dernières années. On pense qu'aujourd'hui on reste dans cet environnement, mais clairement on a moins de conviction que par le passé. Il y a clairement la possibilité qu'un jour à l'autre, un jour on passera dans un environnement où la croissance risque à nouveau de devenir beaucoup plus faible, voire négatif, ou alors où l'inflation va monter. Encore une fois, ce n'est pas le cas, mais c'est quelque chose dont il faut être conscient. Mais ça, c'est plutôt le cadre structurel. Le cadre plus court terme, c'est clairement, je l'ai essayé de le résumer là, ça peut paraître un peu simpliste, mais finalement, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Première constatation, c'est que le niveau élevé de la dette exclut tout resserrement monétaire des banques centrales, donc exclut toute hausse des taux. Si on accepte ça, on a un environnement où, si on regarde l'offre et le support, l'offre et la demande de liquidité, on a une offre abondante de liquidité de la part des banques centrales et on a une faible demande de liquidité de la part de l'économie réelle. Donc les entreprises investissent peu. On vient de voir tout à l'heure que le taux d'épargne des ménages est plutôt à la hausse. Donc une faible demande et donc ces liquidités vont autre part, elles vont dans la sphère financière. On peut bien sûr trouver maintenant des arguments beaucoup plus intellectuels, etc., avec les risques, etc., et on est conscient de tous ces risques, mais en fin de compte, ça c'est l'environnement dans lequel on est. Ensuite, effectivement, dans un tel environnement, je pense clairement qu'il faut privilégier les actifs réels, que sont les actions ou l'or aux actifs monétaires. Je ne vais pas revenir sur les arguments pour ou contre les marchés boursiers. Juste pour peut-être revenir une fois sur ce débat value growth, parce qu'encore une fois, il est important en rapport avec notamment notre philosophie et notre méthodologie action.
Je pense que dans une large mesure, c'est le même débat que le débat entre les États-Unis et le reste du monde. Si on pense que value va surperformer, ben, ça veut dire que les États-Unis vont sous-performer. Si on pense que le growth va continuer à surperformer, ben, alors en principe, les États-Unis continueront à plutôt surperformer. Mais finalement, ce débat value-growth, c'est finalement une question, est-ce qu'on préfère payer une prime pour des fondamentaux supérieurs qu'on trouve généralement côté growth, ou est-ce qu'on recherche la décote et on est prêt à payer, à avoir des fondamentaux inférieurs qui sont généralement côté value. Moi, dans ma carrière, il m'a fallu longtemps pour enfin comprendre que payer une prime pour des fondamentaux supérieurs est clairement largement préférable à payer une décote pour des fondamentaux inférieurs. Mais là, chacun a son propre avis. Il faut aussi être conscient que la croissance structurelle dans un environnement où la croissance économique est plutôt faible, donc trouver des entreprises qui disposent d'une croissance structurelle, c'est plutôt rare. Ce qui est rare se paye plus cher. C'est un peu ce qui vaut aujourd'hui pour la technologie. Et que je l'ai déjà dit, je pense que les valeurs de croissance, finalement, sont les principaux bénéficiaires d'un environnement de taux très bas. Maintenant, pour le value, quand je dis que typiquement on n'est pas dans le value, j'aimerais quand même faire la distinction. Il y a typiquement 3 catégories là-dedans qu'on met dans le value. Première catégorie, c'est souvent des valeurs industrielles ou de consommation très cycliques. Ça, c'est clairement des valeurs qu'on peut trouver dans nos portefeuilles. On a par exemple aujourd'hui une valeur comme JCDecaux qui est dans nos portefeuilles. C'est cyclique, mais ça répond à nos critères de qualité. Par contre, les 2 autres catégories, les valeurs de matières premières, donc le pétrole, etc., l'aluminium, typiquement on n'investit pas, les valeurs bancaires on n'investit pas. Donc juste pour quand même un peu relativiser, quand je disais qu'on n'est jamais dans le value, on aime bien certaines valeurs cycliques dans la consommation et l'industrie. Et finalement, un dernier mot sur cette conclusion, c'est que je pense que, et je sais que c'est difficile et qu'en tant que gestionnaire, on est tous mesurés par rapport à des indices, mais il faut quand même essayer d'éviter un peu cette tyrannie des indices. Aujourd'hui, si vous regardez le S&P 500, il y a 5 valeurs sur 500, donc 1% qui représente plus de 20% de cet indice. Indépendamment des mérites de ces 5 valeurs, ce n'est plus a priori la raison d'être d'un indice. Un indice devrait donner une vue diversifiée sur le marché, c'est de moins en moins le cas. Mais je pense surtout, deuxième point aussi, qu'il faut revoir sa conception du risque. On a tous été un peu éduqués dans ces métiers avec cette idée que les actions sont risquées, les obligations et notamment les emprunts d'État ne sont pas risqués ou très peu risqués. Ceci était valable tant que la définition du risque, c'est la volatilité. C'est clair que les cours boursiers sont plus volatiles que les cours obligataires. C'est clair qu'il peut à tout moment y avoir une correction de 10-15% sur les actions, ce qu'on aura beaucoup moins sur les obligations. Donc, de ce point de vue, si risque égale volatilité, c'est clair que les actions sont plus risquées. Je pense quand même qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où il faut peut-être revoir cette conception, cette définition du risque. Pour moi, le risque, c'est vraiment de perdre définitivement une partie de votre capital sans avoir la chance de les récupérer. Et alors, je pense que souvent, les obligations sont plus risquées que les actions, surtout si au niveau des actions, on est sélectif. Lié à ça, finalement, je pense que une volatilité plus élevée, c'est quelque part le prix à payer aujourd'hui pour obtenir du rendement. Si on n'accepte pas la volatilité, il faut aussi faire une croix sur le rendement. C'est simplement la réalité qui le veut, c'est le niveau bas des taux d'intérêt qui le veut, donc ça, il faut l'accepter. Je pense que vous verrez après que, par exemple, la pondération du secteur de la consommation de base est relativement élevée. Dans le fond, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire un argument en disant que les secteurs défensifs, comme la consommation de base, la santé, pourraient remplacer les obligations dans le portefeuille de pas mal d'investisseurs. Souvent, les obligations, l'objectif, c'était les revenus récurrents que provenaient ces obligations sans trop de volatilité à travers leurs intérêts. Comme il n'y a plus d'intérêts, il n'y a plus de revenus récurrents. Et de l'autre côté, vous avez des secteurs comme justement la consommation de base, qui sont souvent des sociétés dont les bénéfices sont relativement stables, ont tendance à continuer à augmenter, peut-être pas à un rythme effréné, mais progressivement augmenter, leurs dividendes augmentent, l'écart entre le rendement du dividende et le taux à 10 ans ou les taux obligataires aujourd'hui est historiquement élevé. Donc je pense que c'est un des secteurs qui typiquement pourrait remplacer les obligations. Bien sûr, c'est des actions, bien sûr, c'est plus volatile, mais là, je reviens au point précédent. Et comme je disais, l'environnement, je pense, il est favorable alors.
Donc tout ça pour finalement alors conclure sur la partie BL Global Flexible. L'allocation fin septembre, vous la trouvez ici. Donc on avait plus ou moins 72% d'actions. On traînait encore quelques couvertures, donc ce qui donnait une allocation nette de 53%. On n'avait pratiquement plus d'obligations. Encore une fois, je disais au début, le flexible aujourd'hui, on peut le voir comme un fonds qui investit en actions comme moteur de performance et qui à côté des actions met des actifs qui sont censés protéger le portefeuille dans des phases plus difficiles pour les actions. C'était typiquement les emprunts d'État et les emprunts d'État à long terme américains qu'on avait toujours, mais en mars, le taux à 30 ans est passé en dessous d'1% et là, clairement, ça ne valait plus la peine et donc on avait à l'époque vendu toutes nos obligations. On a un peu revenu dessus en août, mais là, c'est à nouveau, c'est des emprunts d'État américains à long terme, mais c'est des obligations indexées à l'inflation. Pour l'or, j'ai déjà dit, on s'était toujours fixé ce maximum de 15%, donc on est proche de ce 15% parce qu'on est structurellement positif sur l'or. Bien sûr, c'est avec les entreprises aurifères, ça introduit un peu de volatilité, mais je pense qu'essayer d'être très malin et d'essayer de faire du timing là-dedans, ce serait contre-productif. Donc on préfère rester plutôt à ce pourcentage. Et donc il reste encore 11% de cash. Si vous avez ensuite la décomposition par région de ces différentes composantes, donc le beige c'est les actions, le noir les couvertures sur actions, donc la vente de futures uniquement en Europe et en Amérique du Nord. La partie obligataire qui est uniquement en Amérique du Nord et la partie or qui est également uniquement en Amérique du Nord, puisque nos entreprises aurifères sont essentiellement des sociétés canadiennes. L'allocation sectorielle, j'en ai déjà parlé, donc à nouveau pour noter que noir c'est l'indice, beige c'est notre allocation du fonds. Vous voyez, on n'a rien dans l'énergie, on n'a rien dans les financières, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est inhérent à notre méthodologie d'action et on a plutôt des pondérations élevées dans des secteurs comme l'industrie, dans lesquels j'inclurai les materials, la consommation, qu'elle soit cyclique ou discrétionnaire, la santé et la technologie. Avec la technologie, aujourd'hui, le problème, c'est un peu de trouver un bon équilibre entre d'un côté des fondamentaux peut-être très bons, mais de l'autre côté aussi une valorisation qui a beaucoup monté. Devises, je dis toujours, on ne se considère pas du tout comme des experts en termes de monnaie. J'ai rarement vu quelqu'un qui pouvait régulièrement, de manière correcte, prévoir l'évolution des monnaies. Si on couvre une partie du dollar, c'est pour augmenter le poids de l'euro. On a un fonds qui est exprimé en euros, la monnaie de référence est l'euro, or on a relativement peu d'investissements en euros. Et pour ramener le poids de l'euro pour un fonds qui est exprimé en euros à au moins 30%, il faut couvrir d'autres monnaies et le dollar est le candidat logique, sachant que à nouveau le yen et le franc suisse dans lesquels on a aussi des pondérations plus importantes, justement sont des actifs qui sont censés protéger, ou des monnaies dans ce cas-ci, censés protéger le portefeuille dans des phases plus difficiles pour les actions. C'est des monnaies typiquement risk-off qui ont tendance à s'apprécier lorsque la bourse baisse. C'est pour ça qu'on ne veut certainement pas les couvrir. Et les dollars canadiens, c'est essentiellement les mines d'or. Donc le dollar était logique. Je dirais aussi que couvrir le dollar aujourd'hui, le coût a à nouveau disparu puisque les taux américains sont à nouveau repassés à zéro. Le dollar sur les dernières années a plutôt été fort, donc on ne le couvre pas au plus bas non plus. Donc de ce point de vue, ça ne nous dérange pas trop de le couvrir, sachant que de toute façon, il nous reste une exposition au dollar directe, mais aussi à travers les monnaies asiatiques. Juste peut-être encore montrer l'évolution de l'allocation d'actifs depuis le début de l'année. Donc on a commencé l'année avec beaucoup de liquidités, près d'un tiers du portefeuille était en liquide. Et bien sûr en mars, on a profité de la correction pour mettre au travail un peu de ces liquidités. Donc on avait augmenté à l'époque le poids des actions, mais pour l'instant c'était une erreur. Ex post, on a relativement rapidement couvert une partie des actions parce que la situation nous paraissait quand même toujours très, très incertaine. Le rebond a été très rapide, l'ampleur a été très importante, donc il nous apparaît à l'époque utile de couvrir une partie et depuis lors, on traîne encore une partie de ces couvertures. J'ai souvent dit par le passé qu'on utilise après notre expérience négative 2012-2013, on n'utilise plus les couvertures que pour
protéger le portefeuille par rapport à des risques court terme très concrets. Donc ces dernières années, on avait juste couvert avant le Brexit et avant les élections françaises et immédiatement après ces événements, on a racheté nos couvertures. Cette fois-ci, malheureusement, on n'a pas encore racheté parce que justement l'ampleur a été tellement rapide que ça ne nous a pas vraiment donné l'opportunité de les racheter. Et là, aujourd'hui, à un moment où les nouvelles autour du virus à nouveau se détériorent et à l'approche des élections présidentielles aux États-Unis, on préfère pour l'instant les garder. Mais à nouveau, ce n'est pas une question maintenant de les considérer comme quelque chose de structurel dans le portefeuille. Et finalement, peut-être encore un slide juste sur les principaux contributeurs à la performance au niveau du portefeuille action, donc hors entreprise aurifère. Bien sûr, côté positif, c'était plutôt des sociétés qui directement ou indirectement sont liées à la technologie, Taiwan Semiconductor, Logitech, Accenture, Alibaba, Tencent, Nintendo. Vous savez qu'on a souvent insisté sur le fait qu'on aime bien la bourse japonaise. Côté négatif, il y a les holdings, on pourrait dire ça correspond un peu au Value Challenge Strategic, CKS, qui aujourd'hui présentent des cotes massives par rapport à leur valeur d'inventaire, donc mais qui pour l'instant continuent à végéter un peu, mais on ne les a certainement pas vendus. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des sociétés comme JCDecaux qui sont cycliques, mais qu'on aime bien d'un point de vue de leur qualité fondamentale. Mais bien sûr, ce n'est pas une société qui a été gâtée par l'environnement actuel. Donc ceci clôture essentiellement ma présentation. Le reste, en fait, c'est 4 slides sur la performance, où généralement on compare la performance à sa catégorie LIPER, mais on met aussi les indices actions et obligations juste à des fins de comparaison. Donc je clôture ici ma présentation et je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'en vois pas sur l'écran, mais Françoise, peut-être que tu en as. Oui, ben non, jusqu'ici nous n'avons pas de questions, donc si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser maintenant. Dans le cas contraire, je pense que nous pourrons clôturer cette présentation. Pour rappel, nous vous enverrons dans les prochains jours un compte rendu en français et en anglais. Je tenais aussi à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à la stratégie et pour votre participation à cette conférence. Je tenais également à remercier Guy pour le temps qu'il a passé à préparer et à faire cette présentation et pour sa disponibilité. Je ne vois toujours pas de questions, donc je pense que nous allons pouvoir clôturer la présentation. Il va de soi que si vous avez des questions, vous venez après, ou si vous souhaitez plus d'informations, plus de détails sur certains aspects présentés au cours de cette présentation, n'hésitez pas à en faire part à votre responsable, votre contact commercial. Ils ou elles se chargeront de faire le lien avec nous et de vous répondre dans les plus brefs délais. Toujours pas de questions, donc je pense que nous pouvons clôturer. Merci à tous. Merci Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et bonne journée. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir.